Parlons RH, le HR Talk, en direct de l'événement HR Technologie France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier HR Talk organisé par Parlons RH en direct de l'événement HR Technologie France. Je suis Stéphane Varizella, Content Manager chez Parlons RH. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce HR Talk qui s'annonce vraiment passionnant. Faut-il définitivement enterrer le métavers ? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre et pour cela, nous sommes accompagnés de deux invités de marque, Jérémy Lamry et Mathieu Laborie. Bonjour Jérémy Lamry. Bonjour Stéphane. Pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, je me permets de vous présenter en quelques mots. Vous êtes entrepreneur, cofondateur du Lab RH, entre autres, et plus récemment de Tomorrow Theory, dont vous êtes le CEO. En parallèle, vous êtes aussi conférencier sur des sujets comme le futur du travail et des RH, et vous enseignez à HEC Paris et Sciences Po Paris. À côté de vous, il y a Mathieu Laborie. Bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane. Vous êtes passionné de nouvelles technologies, et cette passion vous a également poussé vers l'entrepreneuriat, puisqu'en octobre 2022, vous cofondez votre entreprise, Créaverse. C'est un studio gaming spécialisé sur le métavers dans The Sandbox. Merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui. Bon, je vous propose de plonger tout de suite dans le sujet qui suscite à la fois curiosité et controverse dans le monde des ressources humaines, le métavers. Alors c'est vrai qu'on en a tous entendu parler, mais finalement on ne l'a pas vraiment essayé. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et il génère des fantasmes et parfois aussi des craintes. Le métavers doit révolutionner les ressources humaines, avec des environnements immersifs pour des entretiens d'embauche, des formations interactives et des opportunités de renforcement de l'esprit d'équipe. Alors forcément, il y a un mais, l'intégration du métavers en ressources humaines pose aussi pas mal de questions, surtout en termes de confidentialité et de sécurité des données. Et puis, il y a cette question de l'équilibre entre notre monde virtuel et la réalité. On peut aussi se demander si le métavers ne va pas, à terme, nous faire perdre notre goût pour le contact humain. Bon, tout cela m'amène maintenant à ma première question, et elle est pour vous, Jérémy. Qu'est-ce que le métavers ? Alors aujourd'hui, on peut se lancer dans une définition du métavers. Il faut savoir qu'il n'y a pas de définition absolue. Moi, j'aime bien regarder les sujets en tant que chercheur, et donc j'ai regardé dans la littérature académique ce qu'on disait du métavers. Et en fait, les premières définitions sur le sujet du métavers, elles remontent à il y a 20 ans, au moment en gros où Second Life est arrivé, au moment où World of Warcraft est arrivé. Et ce qui s'est passé avec tous ces univers, c'est qu'on découvrait la réalité virtuelle ouverte, en gros. Et ça a changé beaucoup de choses. Mais finalement, ce qu'on appelle le métavers, depuis que Facebook s'est rebrandé en volonté de devenir le leader mondial du métavers, c'est simplement un comeback des acteurs VR qui tiraient la langue depuis longtemps. Et en fait, 99% de ce qu'on nous vend, c'est pas du métavers, c'est juste de la VR remarketée. Et donc aujourd'hui, on a des acteurs qui essayent de devenir des vrais métavers, comme Sandbox, Decentraland, parce qu'en fait, le métavers, au-delà d'un environnement de réalité virtuelle, c'est un environnement capable de créer une réelle économie. Et donc, on va parler d'actifs numériques dans cette économie. C'est un environnement qui va être capable de proposer une immersion beaucoup plus forte que ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc, ça va parler à un moment donné d'un niveau de fidélité, d'un niveau d'intelligence de la plateforme. Donc, on va parler d'IA qui vont être intégrés pour pouvoir générer tout un tas de comportements et de personnages qui ne sont pas des humains, mais qui vont générer des comportements qui s'apparentent aux êtres humains. Donc le métavers aujourd'hui, on peut le résumer comme ça, un environnement immersif qui va permettre l'économie d'actifs numériques et dans lequel en fait on va pouvoir apprendre, réfléchir, interagir comme on le ferait dans le monde réel, mais avec des usages augmentés et sans limite géographique. Très bien, merci beaucoup Jérémy. Je me tourne vers vous maintenant Mathieu. Pour la même question, est-ce que vous partagez cette vision du métavers ? Alors en effet, je partage la vision de Jérémy. Simplement, je rajouterais peut-être qu'il y a l'aspect social également dans la métaverse qui va être très important. C'est-à-dire qu'on peut, comme a dit Jérémy, il y a le côté économique bien sûr, mais le côté social est aussi très important puisque exister dans un monde virtuel en 2024, c'est aussi exister dans le monde réel. En fait, il n'y a plus réellement de monde virtuel et monde réel. Une vision 360 s'impose. Et voilà ma définition en tout cas, et je partage l'avis de Jérémy également. Très bien, merci à tous les deux. On va maintenant se pencher un peu plus sur les ressources humaines. Une nouvelle question pour vous Jérémy. Qu'en est-il aujourd'hui de l'utilisation du métavers dans les entreprises ? En fait, le métavers aujourd'hui, il est pas. J'ai du mal à dire qu'il est enterré ou ça, parce qu'il n'est même pas né. Et donc pour moi, les entreprises, elles n'utilisent pas du métavers. Elles vont utiliser, par exemple, on va utiliser une solution de réalité virtuelle qui permet de se former
aux extincteurs ou une solution de réalité virtuelle qui permet d'apprendre à pitcher devant un public. C'est des environnements de réalité virtuelle qui sont systématiquement des environnements fermés, cloisonnés, à usage très spécifique. C'est pas du métavers. Mathieu, nouvelle question pour vous. Est-ce que vous ne pensez pas que le métavers n'est en fait qu'un nouveau gadget pour les ressources humaines destiné à être oublié comme d'autres tendances passées? C'est une question digne d'une personne digitale rebelle, mais je la prends avec plaisir. En fin de compte, je pense que non. Et notamment dans les ressources humaines, je vois beaucoup d'informations sur notamment la Gen Z, beaucoup de particularités avec cette nouvelle génération qui arrive et qui pourtant est très introduite au métavers aujourd'hui. Et au contraire, moi je vois une réelle opportunité pour les ressources humaines sur l'attraction de nouveaux talents grâce à ces plateformes, puisque il y a un aspect quand même marketing très fort et donc aussi pour l'image des sociétés, être présent sur les métavers peut être un réel avantage. En l'occurrence, vous avez certaines marques qui ont déjà par exemple créé des expériences de jeu dans Sandbox et finalement ça peut être un attrait très fort pour attirer de nouveaux talents. Alors aujourd'hui c'est peut-être pas aussi démocratisé qu'on le voudrait, mais dans l'avenir en tout cas j'ai espoir que ça le soit pour une raison simple. Aujourd'hui, vous regardez la génération millennials, en fait on est beaucoup à avoir grandi avec ça sans vraiment avoir exprimé le désir, le besoin d'évoluer dans ce type d'environnement au travail, puisque finalement c'est pas un mode qu'on nous a proposé. En revanche, vous voyez bien qu'avec l'émergence de ce terme, toute la publicité qu'il y a autour, il y a des millennials qui se réveillent et qui en parlent et qui en fait sont là depuis très longtemps et qui rentrent du travail et jouent à World of Warcraft par exemple. Donc je pense qu'il y a un lien direct vis-à-vis de ça. Et voilà ce que j'en pense. Vous parliez d'attirer de nouveaux talents grâce au métavers. Comment ça marche concrètement? Système de marque employeur. C'est-à-dire qu'en fait, je vous donne un exemple très concret. Aujourd'hui, prenons un adolescent de 15 ans qui découvre la métaverse, par exemple, qui vient jouer à Sandbox et qui voit que Carrefour a fait une expérience de jeu Sandbox. Alors en l'occurrence, il y a une expérience de jeu de Carrefour, par exemple, qui valorisait... alors on parlait d'abeilles, donc on parlait de l'environnement, de l'écologie, c'est des sujets qui parlent à cette génération. Et en fait, en repartant de cette expérience de jeu, on se rappelle de Carrefour. Donc si demain on voit une offre d'emploi de Carrefour, à quoi on pense? À l'expérience qu'on a vécue online. Et c'est ça, je pense, qui fera la différence à terme. Attirer des nouveaux talents, ça passera aussi par ça, par une image de marque forte. Et donc pas que pour trouver des clients, pour trouver des talents également. Très bien, merci beaucoup Mathieu. Jérémy, puisqu'on vient de commencer de parler des avantages du métavers, que peut-il apporter concrètement aux ressources humaines en termes de process de recrutement, de formation, même d'engagement? Alors, au risque de me répéter et de répéter ce que vient de dire Mathieu, rien. Parce qu'en fait, le sujet du métavers, encore une fois, ça va être cet espace interactif, ouvert, qui va créer une économie. Et effectivement, c'est comme un nouvel espace dans lequel on va pouvoir aller attirer, sourcer des talents. Et ça va être fantastique, je pense. Tu as tout à fait raison, à mon avis, Mathieu. En revanche, si on regarde des usages extrêmement concrets, formation, recrutement, tout ça, on va rester sur des usages pour lesquels on aura besoin que ces environnements soient cloisonnés. Donc on n'aura pas besoin que ces environnements soient dans le métavers, on aura besoin d'environnements de réalité virtuelle. Et c'est vraiment ça qu'il faut cranter aujourd'hui, faire la différence entre un environnement de VR dans lequel on va définir un cas d'usage spécifique et le métavers qui va être une économie, qui va être une extension de la vraie vie. Très bien, merci. Mathieu, ne risque-t-on pas tout de même de perdre le contact humain dans les ressources humaines en se réfugiant derrière des avatars et des mondes virtuels? Je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, on va l'étendre. C'est-à-dire que les relations numériques, maintenant, métaverse ou pas, les relations numériques, on y est tous habitués. Et on voit bien que c'est juste une extension des relations physiques qu'on peut tous avoir. Donc, moi, mon avis sur la question, c'est plutôt que ça va fédérer, rassembler par de nouveaux modes, finalement, de communication, des nouveaux modes d'expression aussi. Donc, au contraire, je pense que c'est plutôt fédérateur. Et je pense que ça va aussi, dans un sens, accentuer l'accessibilité à beaucoup de choses. Alors, on aura l'occasion d'y revenir, mais voilà ce que... Quelle chose par exemple? Alors, quelle chose? Vous avez des événements physiques de communication interne, par exemple. Vous avez parfois besoin de faire le tour de la France pour aller voir différents sites qui existent en France et puis expliquer ce qu'on fait, par exemple à Paris, puis on va dans d'autres sites en France. Et donc on doit se déplacer. Simplement, il y a des soucis de planning, il y a peut-être des soucis d'accessibilité aussi. D'accessibilité, je parle de mobilité. Il peut y avoir en fait une tonne de soucis qui peuvent être réglés par le numérique et par les mondes virtuels du coup, parce que finalement c'est de ça dont on parle, c'est retranscrire une partie du réel, mais en y apportant aussi un peu
un peu de magie, un peu de fun, quelque chose qui sort pour le coup du réel et qui donne un réel intérêt à venir dans les mondes virtuels. Merci beaucoup Mathieu. Alors, parce que là on parle en quelque sorte des avantages, mais Jérémy, quels sont les principaux obstacles techniques à l'adoption du métavers dans les ressources humaines? Alors c'est une question pour le coup très technique. Donc il y a il y a une quinzaine de leviers qui vont permettre de faire qu'à un moment donné, le métavers sera quelque chose qui sera démocratisé. Et finalement, c'est des choses par lesquelles on est déjà passé sur d'autres sujets. Il faut comprendre que l'Internet dans lequel on est actuellement, c'est pas la première version de l'Internet. Dans la première version de l'Internet, on était très content de s'échanger des mails et d'écrire sur des forums. Puis Internet a évolué parce qu'en fait, nos connexions Internet ont évolué, nos dispositifs, les ordinateurs, les téléphones ont évolué. Et à un moment donné, on a pu faire des choses beaucoup plus fluides. Et ça a permis les réseaux sociaux. Et donc, dans ce nouvel Internet, qu'on a appelé le Web 2, la représentation ultime, c'était les réseaux sociaux. Et là, on se dirige encore vers un nouvel Internet, où on a besoin d'encore plus de bandes passantes, où on a besoin que les dispositifs évoluent encore avec demain des casques de réalité virtuelle augmentés pour permettre cette virtualisation de l'économie. Et en fait, tout comme dans ce qu'on appelle le Web 2, le paroxysme de ça, ce sont les réseaux sociaux. Dans cette nouvelle version d'Internet, dans le Web 3, le paroxysme, ce sera le métavers. Le métavers sera au Web 3 ce que les réseaux sociaux sont au Web 2. Et ça, en fait, pour pouvoir lever ça, il y a des barrières qui sont des barrières d'équipement, il va y avoir des barrières d'acceptabilité, donc le lien entre virtuel et réel, il va y avoir des barrières qui sont des sujets d'éthique, comment est-ce qu'on gère en fait, vous avez peut-être entendu parler d'agression dans le métavers, comment c'est géré pénalement ce genre de choses-là. Donc il y a tout un tas de sujets qui correspondent à tous les aspects de la vie, politique, économique, sociologique, technologique, économique, etc. et qui vont être à lever dans les années à venir. Et ça, on estime que ça prendra une grosse dizaine d'années pour qu'on commence à vraiment appréhender ce que peut être un métavers qui crée de la valeur en lien avec l'économie réelle. Mais finalement, les réseaux sociaux ne sont pas forcément maîtrisés par l'ensemble de la population active française. Est-ce que la marche du métavers ne sera pas trop haute pour certains? C'est un gros défi. Et Mathieu parlait en fait d'un Internet demain avec le métavers qui permet beaucoup plus d'inclusivité. Et c'est l'un des futurs vers lesquels on se dirige. C'est vrai qu'il y a aussi une option dans laquelle les gens en fait, se retrouvent éloignés de ça, soit parce qu'ils n'ont pas les équipements pour y accéder, soit parce qu'ils n'ont pas l'usage. Mais en fait, il faut bien comprendre que derrière cette économie, on parle de plus de 200 milliards d'euros d'investissement. C'est ce qu'il a fallu pour le programme Apollo. L'iPhone, ça a été 2 milliards d'investissement. Et donc, quand on a des gens qui sont prêts à mettre autant d'argent, on peut parier qu'ils aient envie qu'il y ait le plus de monde possible qui s'y connecte et qu'ils arriveront à accélérer la levée des freins, qu'ils soient en termes d'usage ou en termes d'équipement. Merci Jérémy. Justement, vous parliez tout à l'heure de confidentialité. Alors Mathieu, comment cette question de confidentialité et de sécurité des données sera-t-elle gérée dans le métavers pour les ressources humaines? Alors, la confidentialité, la sécurité des données, aujourd'hui, tout dépend de quel prisme on parle. C'est-à-dire que dans un premier temps, si on accentue le côté Web3 dont parlait Jérémy, vous avez la blockchain. La blockchain, c'est un registre public qui a des validateurs qui sont du coup des machines, des ordinateurs. Et donc du coup, il y a une transparence parce que tout est écrit. Si demain, je vous envoie n'importe quel token par la blockchain, c'est public, tout le monde peut le voir. Et donc, partant de ce principe-là, il y a d'abord un travail d'investigation sur, si on veut des informations qui sortent de la blockchain, donc un travail d'investigation. Et puis ensuite, si on parle par contre d'un métavers plus fermé, je sais qu'il y a des entreprises en France aujourd'hui qui travaillent sur des métavers uniquement pour leur société. Dans ce cas-là, le métavers n'est qu'un outil. La réalité, c'est quelle est la politique de l'entreprise et quelles décisions sont prises pour justement protéger ces données-là. Ensuite, si on se place du prisme d'attaquant et qu'on est sur des mondes virtuels fermés et privés, évidemment qu'il y a quelque chose derrière la porte et évidemment que ça va donner envie. Ça, c'est sûr. Mais après, aux sociétés qui créent ces mondes virtuels privés, de savoir les défendre aussi. Peut-être aussi de sensibiliser les employés sur ces usages-là? Oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'un des premiers facteurs en effet d'attaque, c'est parce qu'un employé, bien souvent, a laissé une faille, un mot de passe trop facile, pas activé une double authentification. Et en effet, donc ça rejoint aussi ce que disait Jérémy sur les usages. Donc il faudra en effet
continuer dans cette politique de vigilance envers les utilisateurs pour qu'ils fassent attention, parce que la responsabilité finalement d'un collaborateur est fortement liée à la sécurité du métavers en règle générale puisqu'il y participe. Ceci dit, la responsabilité n'est pas entièrement sur l'utilisateur puisqu'on a quand même des équipes SI qui sont là pour la sécurité et qui sont là pour les bonnes pratiques et qui sont là pour veiller à ce que tout se passe bien. Si on a des auditeurs qui travaillent dans des grands groupes, vous savez que vos équipes informatiques sont formées à ce genre de choses et ont des petits jeux entre eux justement pour être habitués en cas d'attaque. Merci Mathieu. Jérémy, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais bien rebondir. J'aime bien parce que je me trouve super complémentaire avec Mathieu. Et je voulais rebondir sur ce sujet de la confidentialité et aller plus loin en fait sur ce que propose ce nouvel Internet. Nous, on a tous vécu dans un monde où entrer sur un site comme Facebook ou quoi en mettant un mail et un mot de passe, c'est naturel. Et ça nous paraît naturel de remettre notre identité et notre sécurité, notre mot de passe à Facebook, par exemple. Mais il faut savoir qu'en fait, Internet aurait pu évoluer de bien des manières différentes. Et le nouvel Internet fait que quand on a des données personnelles qui peuvent être des identifiants, des choses qui nous permettent finalement d'aller comprendre qui on est, et bien dans le nouvel Internet, on ne va pas laisser ça chez l'autre, mais on va donner un droit d'accès à un tiers parti, à un Facebook, à un machin, et on va aussi avoir le droit de révoquer l'accès à ces données. Ça, c'est ce qui change en Web 2 par rapport au Web 3, et ça va beaucoup changer ce qu'est la confidentialité des données, parce que demain, par exemple, dans un monde où tout le monde a transitionné vers ça, c'est-à-dire dans une blockchain où on est souverain sur nos données et on autorise ou non l'accès à nos données, en fait, ça va tout de suite changer ce que ça veut dire en fait, d'aller pirater des données. On ne pourra plus pirater des bases de données de 2 millions de personnes avec 2 millions de mails, machin. Il faudra aller pirater individuellement chaque personne ou alors pirater une blockchain. Et on sait aujourd'hui que c'est des choses qui sont quand même extrêmement compliquées. Donc ça va aussi complètement changer la donne sur ce que ça veut dire aller pirater des sources de données. Très bien. Merci beaucoup, Jérémy. Mathieu, j'ai une nouvelle question plutôt sur l'avenir. Comment voyez-vous l'avenir du métavers dans le domaine des ressources humaines? Je vais peut-être nuancer mon propos sur deux publics différents. Je vais commencer par les salariés qui ne sont pas encore là, mais qui ne vont pas tarder à arriver. Donc je rejoins un peu ce que je vous disais au tout départ, c'est-à-dire que je pense que ce que ça va changer avec cette génération-là, c'est l'émergence de nouveaux modes de communication internes. Voilà, je pense qu'on verra en effet des nouveaux principes arriver. Alors, ceci dit, je pense que les décisionnaires, du coup, vont devoir œuvrer aussi pour comprendre ce nouveau paradigme que les nouvelles générations vont emmener avec elles. Et de l'autre côté, par contre, si je prends des gens qui travaillent déjà et qui vont voir ça arriver peut-être sur leur fin de carrière, je pense que pour ces personnes-là, ça va être très clivant. C'est-à-dire que soit on va rentrer dans cet esprit de nouvelles technologies, on va avoir envie du coup d'y prendre goût, soit non en fait, ça va être assez clivant. Et le fond du sujet, c'est que de toute façon, on va avoir des nouveaux modes de communication qui vont exister. Ça, c'est déjà là. C'est juste le temps que ça arrive. Maintenant, je pense que ça va poser une vraie question pour les dirigeants. Voilà, les dirigeants de ces sociétés-là qui vont se demander en fait quel parcours utilisateur pourrait vraiment être convenable pour mes collaborateurs, parce qu'il y a quand même un souci de productivité. C'est-à-dire qu'on ne vient pas pour tomber des boss sur World of Warcraft, on vient quand même travailler. Donc, il va falloir trouver le bon équilibre entre productivité, divertissement et nouveaux modes de communication. Voilà un peu comment je le vois, mais je le vois quand même vecteur d'opportunité, avec ses risques, bien évidemment, mais vecteur d'opportunité quand même. Justement, le dirigeant, comment pourrait-il trouver cet équilibre? Je pense que la première chose à faire, et ça pourrait être très contre-intuitif, mais c'est déjà de s'y connecter. Si vous êtes un dirigeant, vous nous écoutez, que vous n'avez jamais ouvert un monde virtuel, c'est l'occasion de le faire. Parce que même si à la première connexion, on ne peut pas comprendre tous les tenants et les aboutissants, on a au moins l'expérience. On a vécu une fois cette chose-là et donc on peut comprendre ce que ça fait. Très, très rapidement, là, dirigeant ou pas dirigeant, en fait, vous voyez très bien la fracture entre un public qui a grandi avec des mondes virtuels, peut-être un peu trop, certains, et d'autres qui n'ont jamais ouvert un monde virtuel, pour peu importe les raisons, mais en tout cas qui n'ont jamais pu l'ouvrir. Et vous voyez qu'il y a quand même un décalage énorme entre ces deux types de populations face à ces nouveaux outils. Et donc, pour revenir au sujet des dirigeants, 1, essayer de travailler sur la formation, et 3, sensibiliser encore une fois pour la protection, la confidentialité, mais aussi
ne pas trop en abuser parce que petit avertissement quand même qui est donné sur toutes les métaverses, n'oubliez pas de voir les gens en dehors aussi. Oui, c'est très important. Merci beaucoup Mathieu. Jérémy, vous aussi, la même question. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du métavers dans le domaine des ressources humaines ? Je vais reprendre ce que disait Mathieu tout à l'heure sur le métavers pur en tant qu'économie numérique dans laquelle on va interagir, qui est finalement une extension virtualisée des réseaux sociaux, plus d'un WeChat d'ailleurs. Je le vois vraiment comme un environnement dans lequel on va hybrider le travail avec tous les aspects de la vie sociale et du quotidien. Et ça, l'IA va nous y aider parce que l'IA, dans les années à venir, va remplacer beaucoup de tâches qui avant étaient considérées comme du travail humain, et ça va ouvrir de nouveaux horizons sur ce qu'on appelle travailler. Et donc je pense que le travail va avoir besoin d'être beaucoup plus hybridé avec la vie du quotidien, et le métavers va y aider. C'est pour ça aujourd'hui que le métavers peut paraître un petit peu vaporeux. Bon, d'une part parce qu'il n'est pas complètement prêt, mais aussi parce que les usages s'y prêtent pas tout à fait. Mais dans la décennie dans laquelle on vit, ça va rapidement évoluer. Et donc aujourd'hui, pour reprendre ce que disait Mathieu, pour se préparer en tant que dirigeant, pour moi ça passe déjà par bien intégrer trois grands aspects technologiques de ce métavers, comprendre ce qu'est l'IA et ce qu'elle impacte dans nos usages, comprendre ce qu'est la blockchain et ce qu'elle impacte dans nos usages, et comprendre la notion de réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, et tout ce que ça peut créer comme valeur demain dans l'organisation. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben on va faire le bon arbitrage entre usage productif et usage réflexif. Ça, c'est clé dans toutes les technologies. Un exemple simple avec ChatGPT. Aujourd'hui, ChatGPT, je peux lui dire, tiens, j'ai tel problème, propose-moi 2 solutions. Usage productif, il va me faire gagner du temps, il va penser à ma place. Hyper pratique, hyper dangereux, parce qu'on délègue notre pensée. Usage réflexif, ah tiens, j'ai un problème, quelles sont les questions qu'il faudrait que je me pose pour trouver la solution ? C'est le même outil, on l'a utilisé différemment et ça nous développe complètement différemment. Que ce soit l'IA, la réalité virtuelle, la blockchain, demain, on aura des choix à faire en termes d'usage pour choisir si on en fait des usages qui simplement nous facilitent la vie et nous font gagner du temps, ou des usages qui nous développent nous et nos collaborateurs. Et le dirigeant, c'est à ça qu'il va devoir penser. Comment je ne fais pas que de la productivité avec mes collaborateurs, mais comment je m'assure qu'ils continuent à se développer, parce que c'est aussi une manière de continuer à les engager. Et si je veux continuer à attirer, à fidéliser, il faut que je sois un lieu d'épanouissement et de développement pour mes collaborateurs. Merci Jérémy. Parlons RH, le HR Talk. Merci à tous les deux pour vos réponses. Vous le savez, nous sommes en direct de l'événement HR Technology France. Nous avons quelques questions auditeurs sélectionnées par l'équipe social media. Allons-y pour la première question. Je m'interroge sur l'utilisation du métaverse en RH. Est-ce que ce n'est pas juste pour que les entreprises espionnent leurs employés sous couvert d'innovation ? Qui veut répondre ? Je vais aller vite fait. Elles n'ont pas besoin du métavers pour ça. Si c'est vraiment ce qu'elles voulaient faire, elles pourraient déjà le faire avec les mails des collaborateurs, avec les réseaux sociaux, avec les réseaux sociaux d'entreprise. Donc dire que c'est pour ça qu'on développerait le métavers, ce serait comme expliquer que tout ce qui est fait comme innovation, c'est à but malveillant. Je ne vois pas trop le sens. Oui, je rejoins totalement ce que tu dis, Jérémy. En fin de compte, ça dépend en plus de la volonté des dirigeants et de la politique qui est établie dans l'entreprise. Mais le métavers n'est qu'un outil, en fait, une forme de matérialisation. Donc ça ne régit pas les règles. Et ça, seuls les dirigeants peuvent décider d'espionner ou non. Très bien, merci. Allons-y pour la deuxième question. Est-ce que le métavers est accessible à tous les employés et est-ce qu'il favorise l'inclusion ? À vous Mathieu. Le métavers, en effet, peut être accessible à tous les employés qui le veulent, tout d'abord. Il y a un truc qu'on n'a pas dit au départ et je pense que j'aurais dû le mentionner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de métavers, on pense casque de réalité virtuelle. Mais en fait, les métavers, c'est d'abord dans votre téléphone, sur une console de jeu, sur un ordinateur. Et donc, déjà, on a une accessibilité sur les supports qui nous permettent de rentrer dans ces métavers. La seconde chose, c'est, je reviens encore une fois sur le sujet de l'inclusion et admettons que vous organisiez un événement de communication interne, pourquoi pas un concert par exemple, et en fin de compte, si vous êtes en fauteuil par exemple, vous connaissez la difficulté d'assister à un concert en physique. Les mondes virtuels peuvent vous apporter une expérience, donc certes différente de celle en physique, mais une expérience quand même de concert, par exemple. Il pourrait y avoir, je pourrais prendre d'autres exemples, mais en tout cas sur l'inclusion, voilà le premier point. Le deuxième point, étant donné que ces mondes virtuels sont finalement créés de toutes pièces, on décide de ce qu'on met dedans. Donc si on décide encore une fois d'être inclusif, eh bien on peut, par exemple, un usage assez simple, c'est-à-dire que vous avez 2 personnes dans l'entreprise qui ne parlent pas la même langue.
eh bien, vous pouvez très bien, Jérémy en a parlé tout à l'heure, l'intelligence artificielle dans ces mondes virtuels, eh bien, vous pouvez traduire en temps réel en fonction de la langue de l'utilisateur. Pareil, si il y a des difficultés à l'écrit, eh bien, vous pouvez également inclure un chat audio. Donc en tout cas, est-ce que c'est inclusif? Si on décide de l'être, les métaverses le seront. Alors, je me permets de pousser un tout petit peu plus cette question en revenant sur l'accessibilité. Tout à l'heure, on parlait de ce monde virtuel, des personnes qui n'ont jamais essayé. Est-ce que des personnes qui ne seraient pas du tout à l'aise avec cet univers ne pourraient pas être mises à l'écart par leur entreprise? Quel est le problème? Est-ce que c'est parce que ces personnes n'arrivent pas à y accéder ou on les discrimine parce qu'elles n'y arrivent pas et on n'a pas envie de les aider? Où est la vraie question? Donc encore une fois, s'il y a de la mauvaise volonté de la part d'un collaborateur, ça relève du coup, c'est un type de problématique. Maintenant, s'il a du mal, il me semble que beaucoup d'actions sont quand même mises en place pour former, acculturer, voilà. Donc en réalité, toute personne qui décidera d'accepter cette technologie pourra l'utiliser. Et puis aujourd'hui, même avec les supports qu'on a, on voit bien que de plus en plus, ça facilite l'inclusion, l'accessibilité en règle générale. Merci Mathieu. Nous avons une troisième question. Est-ce que vous avez des exemples d'utilisation réussie du métaverse dans les RH? Jérémy, oui. Ouais, je vais y aller. Encore une fois, c'est moi dans mes propos, on peut penser que je descends le métavers ou quoi. Simplement, ce que je dis, c'est que tout le marketing qui a été fait sur le métavers, il est mensonger pour l'instant. Parce que le vrai métavers est seulement en construction. Donc, dans les RH, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est beaucoup d'applications de réalité virtuelle. Et si on est capable de faire la différence entre une application de réalité virtuelle et le métavers, alors on peut dire qu'aujourd'hui, oui, il y a beaucoup d'applications de réalité virtuelle qui sont réussies en RH. Et comme disait Mathieu, parfois ça peut être non immersif. C'est-à-dire c'est comme si on le voyait à la troisième personne, et parfois ça peut être immersif. On est à la première personne avec un casque sur la tête. Mais globalement, en fait, des applications comme ça, il y en a beaucoup en formation depuis près de 30 ans déjà, dans la réalité virtuelle. Imaginez dans l'aéronautique, si on avait dû cracher des avions pour former les pilotes, ça aurait coûté un peu cher tout ça. Et donc dans des usages comme ça, que ce soit la NASA, que ce soit l'aéronautique, elle a développé des simulateurs depuis très longtemps, dans l'automobile pareil, et aujourd'hui sur pratiquement tous les sujets, parce que la techno s'est démocratisée. En recrutement, on a eu la période Second Life, où on a tout un tas de recruteurs qui se formaient à recruter dans Second Life pour des raisons d'éthique et d'inclusivité. En voyant des avatars, on ne voyait pas les vraies personnes et on pensait qu'on était plus objectif dans le recrutement. Et en fait, donc, il y a régulièrement, la réalité virtuelle s'invite dans la fonction RH. Mais je pense que parler de métavers dans la fonction RH, c'est encore un peu tôt, parce que quand ça arrivera, ce sera quand les boîtes seront activement et régulièrement capables d'attirer et recruter grâce à ces environnements-là. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas parce qu'on a un sujet d'usage, pas assez de gens l'utilisent régulièrement. Très bien, merci Jérémy. Mathieu, nous allons passer maintenant à la dernière question auditeur. Est-ce que le principal obstacle au métaverse, ce serait pas l'intelligence artificielle qui semble plus répondre aux enjeux actuels des entreprises que les outils de VR? Mathieu. Alors, telle que la question est posée, on dirait que les deux ne s'apprécient pas et ne fonctionnent pas ensemble. Or, c'est complémentaire. Et donc, je pense que aucune de ces deux innovations ne va voler la vedette à l'autre, mais au contraire, il faut les voir complémentaires. Et surtout, ne pas perdre de vue qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, tout à l'heure, Jérémy parlait de ChatGPT et de comment on s'en sert. On a bien vu que ça a modifié, encore une fois, les habitudes de certaines personnes, que ce soit de travail ou quotidienne d'ailleurs. Donc, l'intelligence artificielle ne sera qu'un atout supplémentaire au développement du métavers et notamment, je vais vous donner un exemple. Quand on crée un monde virtuel, vous avez besoin de bâtiments, de chaises, de personnages. L'intelligence artificielle peut vous aider à en générer en masse, par exemple. Ce qui vous fait gagner un temps monstre quand vous produisez ces mondes virtuels. Donc ça, c'est le premier axe sur la production. Maintenant, l'intelligence artificielle peut aussi être intégrée à votre métavers et du coup faire de l'analyse pour vous, en fonction de ce que vous lui demandez. Un système aussi de sécurité. Je veux dire, si quelqu'un débarque dans le métavers et commence à insulter tout le monde, il peut y avoir quelque chose qui permet, grâce à l'intelligence artificielle, de automatiquement traiter le propos, voir ce qu'on en fait derrière d'un point de vue politique d'entreprise, et puis exclure la personne ou l'empêcher de parler pour dire n'importe quoi. Donc, en tout cas, sur des sujets de modération, ça peut aussi être très utile. Le dernier point peut-être sur l'intelligence artificielle et le métavers, c'est la confidentialité encore une fois. Parce que si on utilise des modèles tels que celui d'OpenAI,
eh bien, vous partagez vos data forcément avec des sociétés externes. Heureusement, aujourd'hui, vous avez de plus en plus de LLM qui sont créés et qui peuvent se développer en local. Et d'ailleurs, encore une fois, si dans votre société, vous avez une équipe de développeurs, ils connaissent très bien le sujet et depuis bien plus longtemps que le grand public. Merci Mathieu. Jérémy, Mathieu, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour ce HR Talk dédié au métavers dans les ressources humaines. Quant à moi, je vous retrouve demain à midi dans la matinale de la tech, animée par Sandrine Lasserre, et à 18h pour un nouvel HR Talk, cette fois-ci consacré à l'intelligence artificielle dans les ressources humaines. Bonne soirée. Parlons RH, le HR Talk, en direct de l'événement HR Technologie France.